chef de Alexandre, à qui je vais passer le micro, la chaise. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant votre cercle. Alors effectivement, les propos que je vais tenir ce soir n'engagent que moi. Ce sont que des propos que je fais à titre personnel, puisque effectivement je travaille comme historien pour le ministère de la Défense, mais ce sont des travaux d'un livre que j'ai coécrit sur la guerre froide sur mer, les perceptions en fait croisées américaines et soviétiques essentiellement, et un livre qui m'a amené à me rendre pour cela en Russie. J'ai abordé dans un chapitre la question de la perception à la fois américaine et d'autres pays occidentaux et la perception russe sur mer de la question ufologique. Et comme vous allez voir dans cette présentation, les vétérans s'expriment assez librement en Russie. Il y a des publications assez précises. Alors le titre de ce soir, sur les ovnis ou véhicules aériens anormaux, vient de cette nouveauté qui ne vous a pas échappé, j'imagine. Depuis 2017, les États-Unis, la marine américaine, qui a déclassifié 3 vidéos qui correspondent à 3 interceptions ou tentatives d'interception par des avions de la marine américaine d'objets volants non identifiés, mais qui, en l'occurrence, ont une nouvelle désignation. Donc à cette occasion, on a découvert cette nouvelle désignation, et on a aussi découvert que la soi-disant fin de l'étude officielle en 1969 des objets volants non identifiés par l'US Air Force n'était pas véritablement réelle, puisqu'il y avait un service officiel qui continuait à l'étudier, ce qui, je dirais, ne surprendra personne, mais qui est une admission. Et donc cette désignation, véhicule aérien anormal, qui en elle-même a beaucoup de sens, puisqu'on parle d'un véhicule, hein, on ne parle pas d'un objet, on parle a priori d'une machine, hein. À haute performance, puisqu'il y a parfois une autre désignation de ce sigle, avec le anormal qui devient avancé. Et donc, ce que m'inspirent ces révélations américaines, qui sont très intéressantes parce que il n'y a pas un appel du public. Il s'agit de vidéos qui sont prises qui sont réalisées d'après les censeurs d'avions de la marine américaine dans un entre-soi. Il n'y a pas de public qui a vu. Et donc là, non seulement ces vidéos sont rendues publiques, mais on autorise les pilotes à parler. Encore une fois, c'est tout à fait nouveau. Et donc, le fait qu'on autorise les pilotes à parler, qui parlent sans crainte, un pilote qui est à la retraite, mais 2 autres qui sont en activité, toujours, me laisse considérer qu'on se dirige vers une reconnaissance, ou que c'est même déjà une reconnaissance. Et donc, ce soir, je vais essayer de vous démontrer cette idée. Alors, voilà un peu, je dirais, les idées habituelles, les notions habituelles qui sont associées à l'ufologie. Hein. Information, désinformation, information classifiée, déclassifiée, non classifiée, fuite d'informations classifiées, données factuelles, données falsifiées. Il y a toujours l'idée science dure face aux sciences molles, mais avec des sciences dures qui ont la vie dure, puisque il y a 25 ans, on n'avait toujours pas découvert de planète voilà. Et même on considérait cette notion comme peut-être ridicule, et évidemment le chemin a beaucoup avancé depuis. Pseudosciences, bien sûr, folklore, manque de rigueur, croyance, charlatanisme, canular, conspiration, scepticisme, négationnisme pour le debunking. Et puis sur cette illustration, je ne résiste pas, on va vous montrer la fameuse figure de Mars, puisque on voit qu'avec l'amélioration de l'imagerie,
ces ombres, on peut difficilement argumenter qu'elles reflètent un visage. Mais ça fait partie de cette espèce de folklore d'excroissance qui nuit au sujet, puisqu'elle contribue à le décrédibiliser. Alors, si on prend une approche un peu plus formalisée, l'approche de l'étudiant de maîtrise en histoire, qui doit rédiger son mémoire, et qui applique les méthodes, je dirais, très élémentaires, et si on applique l'ufologie, ce qui est légitime, on s'aperçoit qu'on a dans les sources primaires et dans les sources secondaires beaucoup de matière pour faire une étude assez poussée, puisqu'on a réellement des fonds d'archives très riches. Si vous allez aux États-Unis regarder par exemple les fonds d'archives du projet Blue Book, qui se trouvent en partie sur Internet scannés, mais de manière très, très partielle, hein, il n'y a pas du tout la totalité. Et d'autre part, si vous regardez les archives qui ont été déclassifiées par les Britanniques sur le site de Kew, du Public Record Office, vous avez une matière très riche, hein, qu'on peut considérer de source primaire. Et puis vous avez les publications officielles, bien sûr, des publications officielles que l'on peut considérer, donc je mets en regard, je dirais, tous les écueils, hein, que l'on peut considérer comme des instruments de désinformation. Je pense en particulier aux 2 publications de l'US Air Force sur la question de Roswell, qui sont remarquables, hein, puisqu'elles sont extrêmement épaisses, elles ont dû demander beaucoup de travail, et elles sont tout à fait contestables. Et puis vous avez les documents douteux, c'est-à-dire des documents d'apparence officielle, qui sont peut-être de vrais documents officiels, mais qui ont fui ou fuité dans des conditions douteuses et qui peuvent être des faux, un peu à l'instar des faux carnets d'Hitler, et on pense bien sûr à la série des documents Majestic ou Magic. Et puis, on a les témoignages. Et dans les témoignages des personnes, on a des témoignages, je dirais, tout à fait intéressants. Vous avez le projet américain de ce docteur que je trouve un petit peu, comment dire, un peu mégalomane, mais le docteur Greer, mais au-delà du docteur Greer, les témoignages qu'il a recueillis et que vous pouvez consulter sur YouTube sont, eux, très intéressants. Puisque l'idée, c'est d'encourager des militaires à parler et à diffuser leurs interviews, soit s'ils y consentent, ou soit après leur décès. Et vous avez déjà un certain nombre d'interviews qui sont diffusées et qui sont des admissions, très très claires. Et puis dans les sources secondaires, je ne vais pas m'étendre, des sources secondaires qui contribuent, je dirais, à complexifier la question, puisqu'on a toute cette excroissance folklorique, je dirais, c'est pour ça que j'utilise le mot charlatanisme, qui complique la question. Alors, revenons sur cette, pour moi, une nouveauté à partir de 2017. Vous avez sans doute vu ça à l'époque en ouvrant vos boîtes Yahoo ou vos boîtes Hotmail, l'apparition de ces vidéos et la diffusion de ces 3 vidéos. Alors, je rappelle les faits. Alors d'abord, à titre de curiosité dans la salle, qui a entendu parler de cette affaire? Tout le monde, à peu près. Et donc, on a l'incident le plus, je dirais, le plus médiatisé, qui est l'incident dit tic-tac, hein, par référence à la forme de l'objet, qui ressemble à un tic-tac, du 14 novembre 2004. Et voilà l'extrait du rapport qui a été rendu public en 2017 et qui résume les choses. Du 10 au 16 novembre 2004, le groupe aéronaval du porte-avions Nimitz opérait au large de la côte ouest des États-Unis. L'USS Princeton, donc, qui est un croiseur antiaérien équipé du système de détection à Aegis, a détecté à plusieurs reprises plusieurs véhicules aériens normaux. Donc là, on a l'apparition de cette expression qu'on ne connaissait pas. Autour du groupe aéronaval, les AAV descendaient très rapidement, environ 60 000 pieds, environ 50 pieds en quelques secondes. Ils planaient ou restaient immobiles sur les écrans radars pendant une courte période et repartaient à des vitesses élevées. Le 14 novembre,
après avoir de nouveau détecté des AAV, l'USS Princeton a profité d'un vol de 2 F-18 rentrant d'une mission d'entraînement pour collecter des informations sur les AAV. Et donc l'USS Princeton a pris le contrôle de ces F-18 et les a dirigés pour une interception qui a permis un contact visuel à environ 1 nautique de l'AAV, donc moins de 2 km, et qui ressemblait donc à un œuf allongé ou à un tic-tac. Alors voilà des images évidemment de synthèse qui donnent un peu une idée, en tout cas de l'échelle de l'objet par rapport au chasseur F-18. Et donc dans la description, il était blanc, solide, lisse, sans bord, il était uniformément coloré, sans nacelle, pylône ou aile. Il mesurait environ 14 mètres de long. Et là, c'est l'occasion de vous projeter cette petite vidéo. Vous avez peut-être également vu, enfin, est-ce que tout le monde l'a vu, cette vidéo? Oui. Je l'ai présenté, je crois. Ah, vous l'avez présentée? Oui, Je la représente. peut-être que tout le monde l'a pas vu. Pardon, malheureusement, je n'arrive pas à... Écoutez, je vais m'en abstenir parce que je ne comprends pas. Voilà. Suivant. Non, ça va pas marcher comme ça. Bon, essayez de vous le cliquer dessus. Alors je reviens. Vidéo tic-tac et limits, et vous arriverez à les visualiser. Donc vous avez cette première vidéo. Voilà la description qui en est faite. Le radar du F-18 n'a pas pu accrocher l'objet. Donc en fait, cette vidéo ne correspond pas à une image radar, elle correspond à l'image du senseur infrarouge. Et donc ce senseur a permis, donc ce que l'on voit, c'est en fait l'image du senseur infrarouge. Et sur cette vidéo, vous pouvez voir que l'objet donc a été isolé, mais après, quand il est parti, le système, le senseur ne l'a plus du tout vu. Et donc, la conclusion était donc évidemment cet engin n'avait pas pris de mesures agressives contre le groupe aéronaval, mais toutefois, compte tenu de sa capacité d'opérer de manière donc incontestée à proximité du groupe aéronaval, il a laissé celui-ci avec des moyens limités pour le détecter et l'engager. Donc, tout ça faisant référence à, comme on le verra, l'existence d'un programme au Pentagone concernant des menaces technologiques très avancées. Alors, les conclusions de ce rapport, qui a été rendu public, sur lequel on n'a d'ailleurs pas beaucoup de précision, c'est-à-dire qu'on comprend que ce rapport a été rédigé après, il n'a pas été rédigé sur le moment, il a été rédigé relativement récemment. Et les évaluations clés de ce rapport, c'est que ces véhicules AAV, le véhicule AAV n'était pas un aéronef ou un engin aérien connu actuellement dans l'inventaire des États-Unis ou d'aucun autre pays étranger. Donc c'est quand même une affirmation, à mon sens, extrêmement claire. L'AAV présentait des caractéristiques avancées faiblement observables par les différentes bandes radars, rendant magnifique les capacités d'engagement des radars américains, etc. Il a révélé des performances aérodynamiques avancées sans surface mobile de contrôle et sans moyen visible de générer une portance. Il a révélé une capacité de propulsion avancée en demeurant en vol stationnaire avec peu ou pas de variation d'altitude et en effectuant une transition des vitesses horizontales et des vitesses verticales de manière beaucoup plus élevée qu'aucun autre véhicule aérien connu. Il a peut-être démontré une capacité à se cacher et à devenir invisible. En fait, quand il a disparu, il a complètement disparu. Donc c'est à ce moment-là que cette suggestion a été faite.
et il a peut-être démontré une capacité très avancée pour opérer sous l'eau, sans être détecté par nos meilleurs senseurs. En réalité, il y avait aussi un sous-marin, et le sous-marin n'a pas détecté l'objet sous l'eau. Alors précisément, on a des précisions sur cet aspect sous-marin. Le témoin, l'un des pilotes qui s'est exprimé, enfin je dirais sur cet incident c'est le seul à s'être exprimé, puisqu'il avait une copilote, mais qui elle n'a pas parlé publiquement. Donc c'est le commandeur, le capitaine de frégate Frévor, qui est aujourd'hui donc à la retraite, qui est un pilote qui a quand même 18 ans de métier, hein, qui était le chef d'escadrille, donc qui a priori n'est pas un farfelu, qui accessoirement, on peut le rappeler, il a la responsabilité d'un appareil qui vaut plusieurs millions de dollars. Donc encore une fois, on n'a pas affaire à des personnages farfelus, et qui déclare que cet engin n'est pas de ce monde. Donc je trouve quand même une parole forte. Et un aspect intéressant, c'est que dans la description que donne le commandeur Frévor, il a d'abord observé l'engin Tic-Tac parce qu'il avait repéré de l'écume à la surface de la mer, à un endroit où il n'y avait pas au fond, donc pas de raison particulière d'avoir de l'écume, et en plus le temps était très beau, donc il n'y avait pas de raison d'avoir de moutons sur la mer. Il y avait donc cette perturbation, et il voyait en transparence ce qu'il comparait à une croix qui avait à peu près la taille d'un 737. Et donc, estimant qu'on avait un objet sous l'eau à peut-être 2-3 mètres de profondeur, et qui avait donc la forme d'un avion, et que le ressac, enfin la mer, frappait donc cet objet, et donc causait à la surface cette écume. Et c'est en regardant ce phénomène qu'il a observé ce qu'il a d'abord cru être un hélicoptère, mais très vite il a constaté qu'il n'y avait pas pour le coup les perturbations liées au mouvement des pales d'un hélicoptère, et qu'il n'y avait pas de pales, qu'il s'agissait de cet objet qu'il a comparé donc à un tic-tac. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est descendu vers le tic-tac, et il a commencé à le poursuivre. Le tic-tac l'a distancé, est parti, ne l'a plus vu, et ensuite il a reçu l'information depuis le croiseur qui le dirigeait que le tic-tac était revenu. Et il a réalisé donc, l'avion a réalisé automatiquement cette vidéo. En fait, il y avait 2 avions, et donc c'est l'autre avion qui a fait aussi une vidéo. Alors on a eu en 2014-2015 les 2 autres incidents qui sont qualifiés eux du gimbal et du go fast, avec aussi l'apparition de personnages un peu exotiques dans la publication des vidéos, puisqu'on a un ufologue rocker qui est le créateur, enfin qui investit ses gains de music hall dans l'étude des ovnis, et qui a créé donc cette Star Academy of Arts and Sciences, et qui est celui qui a posté les vidéos à l'origine. Des vidéos qui ont été repérées et qui ont fait l'objet d'un article du New York Times, ce qui aussi est remarquable, puisque on arrive dans les médias mainstream avec ce sujet, même si l'article, en fait les articles, car il y a eu plusieurs articles, à la fois du New York Times, à la fois du Washington Post, avaient une touche d'ironie, hein, qui forcément désarmait un peu la force, à mon sens, de ces 3 vidéos. Et donc, ce qu'il y a de plus remarquable encore, c'est que l'on a 2 pilotes d'active, qui ne sont même pas à la retraite, hein, Ryan Graves et Danny Acoin, qui se sont exprimés, donc qui ont été autorisés à s'exprimer, sur des incidents un peu similaires, mais qui se sont déroulés en l'occurrence sur la côte Est et non pas la côte Ouest, depuis le porte-avions Roosevelt, avec la réalisation donc de 2 vidéos. Mais on a en fait des objets, il y a un des objets qui pourrait correspondre au tic-tac, c'est celui qu'on surnomme le go fast. Par contre, l'autre objet, le gimbal, lui, il ressemble plutôt à une soucoupe traditionnelle. Enfin, c'est l'image que vous voyez en haut.
Et donc, si vous avez visualisé cette vidéo-là aussi, vous vous souvenez sans doute qu'il va changer, alors d'abord qu'il se déplace sans être affecté par le vent, etc., et qu'il va changer d'orientation, il va prendre une orientation verticale pour poursuivre sa course. Et donc, on demande à Frévor, donc qui est lui le protagoniste de l'incident de 2004, d'évaluer un peu ces trois observations, et il considère qu'elles correspondent à deux objets. Et d'ailleurs, il a donné une interview dans un programme radio américain d'un certain Joe Rogan, que vous connaissez peut-être aussi, et une interview très longue, puisqu'elle doit durer à peu près 1h30, et dans cette interview, il apporte des détails complémentaires, et en particulier, il observe que cet objet tic-tac ressemble assez à la vidéo qui a été mise en ligne par les forces, l'armée de l'air mexicaine, sur la fameuse interception, le fameux film d'objets qui ressemblent à des tic-tac en formation. Et donc, en parallèle à ces trois vidéos, on a l'admission de l'existence d'une structure étudiant donc les AAV au sein de la DIA, c'est-à-dire du renseignement militaire américain. Et cette structure, ce programme, a comme intitulé Advanced Aerospace Threat Identification Program, donc un programme d'identification de menaces avancées aérospatiales. Et celui qui a dirigé à un moment cet effort s'est aussi exprimé publiquement, et depuis qu'il s'est exprimé publiquement, il est devenu une figure de l'ufologie. Et donc il s'agit de Luis Elizondo. Et ce qu'il y a de remarquable encore, c'est qu'il ne craint pas pour sa pension, il ne craint pas pour sa, même s'il a pris sa retraite, c'est de s'exprimer. Donc je présume qu'il a été également autorisé. Et donc à cette occasion-là, on a appris plusieurs choses. On a appris que cette entité avait un budget annuel de 22 millions de dollars, ce qui est, paraît goutte d'eau absolument infime dans les milliards du Pentagone. Donc je dirais ce chiffre n'est pas très significatif, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir les études qui ont été commandées par cette entité à des universitaires, dont celle-ci que vous voyez, qui concerne la question qui a été présentée juste avant, des trous qui permettraient d'aller plus vite dans l'espace. Il y a une autre étude qui est consacrée à la possibilité théorique pour un véhicule de se déplacer à 100 fois la vitesse de la lumière. Donc là encore, on bouleverse des considérations physiques qui paraissaient établies par Einstein. Et donc c'est une étude qui a été commandée toujours dans le cadre du financement de ce programme à une université américaine. Et donc vous avez, je crois, 38 études qui ont été rendues publiques. Alors là encore, c'est à la suite d'une demande d'information selon le Freedom of Information Act, mais il est remarquable que, parce que des demandes d'information dans le cadre du Freedom of Information Act, les ufologues en ont fait énormément. Et vous vous souvenez de Stanton Friedman qui racontait comment il avait bien souvent des retours avec des centaines de pages noircies, où il expliquait que de toute façon on ne cachait rien de ce qu'il pourrait soupçonner qu'on veuille lui cacher, mais que, en tout cas, on ne lui donnait pas de détails. Alors, si on repart dans le passé, si on s'intéresse à l'ufologie américaine, c'est assez intéressant de voir que cette situation où on a été tout proche de reconnaître la présence d'objets exogènes s'est déjà présentée dans le passé. Alors, dans le cas, la fameuse attaque, le fameux raid de Los Angeles de 1942, je dirais le point le plus remarquable, c'est cet extrait de journal, puisqu'on a quand même
c'est un objet sous-coupoïdal qui est pris dans le faisceau de l'artillerie et qui se retrouve à la une des journaux. Donc on est avant le temps des soucoupes volantes, puisque le mot n'a pas encore été prononcé, en tout cas par Kenneth Arnold, mais on est déjà dans le sujet. Et on a, grâce justement au NICAP et aux témoignages qui ont été envoyés au NICAP, on a un certain nombre d'incidents de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pris celui-là, mais il y en a d'autres qui montrent que les forces américaines ont été confrontées à ces objets. On a évidemment les cas des Foo Fighters, qui sont bien connus, sur lesquels je ne vais pas insister. On a bien sûr ensuite la fameuse affaire des fusées fantômes au-dessus de la Scandinavie, avec, je vous le rappelle, tout un travail qui a été fait par les Suédois pour déterminer la trajectoire et qui a démontré que ces objets ne venaient pas de Peenemünde comme on le pensait. On pensait qu'il s'agissait d'une initiative des Soviétiques pour intimider la Suède, pour qu'elle n'oublie pas de vouloir rester neutre. Et en fait, les fusées venaient de toutes les directions. Et donc il y a un travail très sérieux. Hein. Je suis allé regarder dans les archives suédoises, vous avez 2 cartons d'archives, et vous voyez tout le travail que les Suédois ont fait avec enquête de police, avec interrogation des voisins danois, britanniques, finlandais, pour reconstituer les trajectoires des objets. Et avec la question, donc, à l'époque on pensait que c'était l'URSS qui avait modifié des V1, modifié des V2, avec peut-être des V1 pilotés, dans une logique d'intimidation. Mais avec, et là je vous renvoie à cet excellent livre du professeur Reginald Jones, que vous connaissez peut-être, le livre Most Secret. Donc Jones était celui qui était chargé du renseignement technique britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait les coups des franges, puisque c'était lui qui décidait en fait les bombardements sur les sites qui développaient les armes nouvelles allemandes, et on lui a soumis ce mystère en 1946, qu'il a considéré comme étant, je dirais, dû à de mauvaises observations par les observateurs humains, puisqu'il estimait que les vitesses qui étaient données n'étaient pas possibles. Il estimait que les débris qu'on avait ramenés, qui étaient présentés comme étant d'un composant nouveau, alors ça c'est un point intéressant à creuser, il considérait que c'était absurde, et on considérait aussi comme absurde que ces objets ne tombent pas, même s'il y a un cas d'un objet qui serait peut-être tombé dans un lac, mais ces objets ne tombent pas, à la différence des V1 et des V2 qui tombaient régulièrement en Suède pendant la guerre. On arrive bien sûr au cas de Kenneth Arnold, mais ce qui est intéressant de noter, donc Kenneth Arnold qui est celui, donc ce pilote, cet homme d'affaires, mais qui est aussi pilote à ses heures et qui participe à la recherche d'un avion perdu. Ce qui est intéressant, c'est que l'objet, donc il est l'inventeur, le réinventeur de l'expression soucoupe volante, parce qu'elle a été déjà utilisée avant, mais c'est le réinventeur, mais l'objet qu'il décrit a plus une forme d'aile volante qu'une forme de soucoupe. Hein. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Et puis on a évidemment l'affaire de Roswell. L'affaire de Roswell, ce qui est le plus intéressant dans l'affaire de Roswell, c'est que c'est l'US Army Air Force qui prend l'initiative d'appeler la presse pour dire « nous avons récupéré », en référence aux propos de Kenneth Arnold, « nous avons récupéré une soucoupe volante ». Avant, et puis 3 heures plus tard, de démentir. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout les journalistes qui arrivent en connaissant l'histoire, ils ne savent rien. C'est l'initiative de l'armée de l'air. Et il y a, à partir de là, une évolution de la terminologie, puisque les programmes qui ont été lancés par les États-Unis pour étudier, et en tout cas collecter du renseignement auprès du public, c'est-à-dire les programmes Sign, Grudge, et surtout le programme Blue Book, qui ont comme objectif d'étudier la question en invitant les gens à envoyer ce qu'ils voient, et en même temps de rassurer le public, en lui expliquant qu'il y a une étude qui est en cours, eh bien, grâce au capitaine Ruppelt, qui est peut-être le plus connu, en tout cas des responsables, qui est le responsable du projet Blue Book entre 1951 et 1953, vous avez l'invention de l'expression Unidentified Flying Object,
qui va remplacer l'expression de soucoupe volante aux États-Unis. Et ce qu'il y a de tout à fait notable, c'est tous les documents américains qui font mention de la menace représentée par ces objets, et vous voyez bien sur les instructions de la NORAD, la soucoupe qui est représentée aux côtés des missiles, et vous avez aussi des instructions qui demandent à tous les bateaux, militaires, civils, etc., de transmettre les observations. Donc ça va être une source très importante de données pour le projet Blue Book. Et puis vous avez un certain nombre de militaires américains qui s'expriment à l'époque. Donc là, je fais le parallèle avec 2017. Vous avez ce capitaine de frégate, McLaughlin, qui va raconter, c'est lui qui est le chef du programme des missiles de la marine, qui donc teste des V1 et des V2, et qui raconte comment un missile V2 est observé par les stations qui suivent optiquement les essais de missiles, et qui est observé avec des petites sphères qui tournent autour du missile, qui virevoltent autour du missile qui est en vol. Et les stations qui observent ce phénomène ne peuvent pas communiquer entre elles. Donc, et ces informations-là sont publiées, ce qui montre qu'il n'y a pas encore un contrôle de l'information qui est parfaitement établi. Et vous avez un autre témoignage très intéressant, 1952, dans le magazine de l'Association des officiers de marine, le US Naval Institute Proceedings, qui lui concerne le témoignage d'un capitaine au long cours sur un Victory Ship, qui est dans le golfe arabo-persique et qui observe une roue lumineuse sous la surface de l'eau qui va passer à proximité du bateau. Et vous avez la description de ce phénomène. Et encore une fois, cette information fait l'objet d'un article. Alors, la revue en question est une revue d'une association privée, dans un certain sens, puisque en fait le but de ce magazine, c'est que les officiers s'expriment hors hiérarchie pour débattre des questions importantes, mais c'est malgré tout une revue qui est contrôlée par la marine. Et puis vous avez le fameux Kehoe, qui est un ufologue tout à fait actif à l'époque et qui raconte l'incident où le commandant en chef de la marine et le secrétaire à la marine vont chacun, puisqu'ils ne voyagent pas dans le même avion pour que les deux ne disparaissent pas en même temps, observent l'un et l'autre un ovni lors de leur transit. Et puis vous avez, je dirais, l'affaire de 1952. L'affaire de 1952, si vous lisez... Alors, une autre question, combien dans la salle ont lu le fameux livre du capitaine Ruppelt? Le livre du capitaine Ruppelt est tout à fait intéressant, et il explique dans le chapitre qui est consacré au survol de la capitale des États-Unis en 1952 pendant plus d'une semaine par des ovnis, qu'ils sont à deux doigts de reconnaître la présence de vaisseaux interplanétaires. Et puis que soudain, l'instruction est donnée de ne pas faire se communiquer. Mais ils sont à deux doigts de faire cette admission. Et le fait que cette admission n'est pas faite provoque le mécontentement de beaucoup dans l'armée de l'air, en particulier de ceux qui sont précisément chargés d'aller suivre les ballons géodésiques, les ballons stratosphériques, et qui observent des objets lors des vols qu'ils effectuent dans la stratosphère ou à proximité de la stratosphère pour observer les ballons stratosphériques. Et puis vous avez le fameux exercice, le premier grand exercice de l'OTAN, Main Brace en Atlantique Nord, où vous avez une participation des ovnis à plusieurs stades qui survolent le porte-avions où se trouvent les journalistes, qui survole un destroyer danois, qui poursuit un chasseur britannique, et la nouvelle sort dans la presse. Donc, encore une fois, je dirais qu'à l'époque, on est très très près d'admettre, ou on admet de facto,
je dirais, cette présence d'objets avec des performances remarquables. Alors voilà, je dirais, l'étude officielle américaine rendue publique, et qui est sans doute la plus intéressante à l'époque du capitaine Ruppelt. Capitaine Ruppelt, qui, vous pouvez consulter son livre sous format PDF sur Internet, qui est librement accessible. Il va abandonner ses fonctions en 53, il écrit le livre en 55, et il meurt très malheureusement à l'âge de 35 ans, donc extrêmement jeune, mais son livre est tout à fait remarquable. Les successeurs, par contre, vont être de facto des agents de désinformation. Heineck, et puis surtout la fameuse clôture de ce programme avec le fameux professeur Condon qui considère qu'il n'y a absolument rien qui indique ou qui soutient l'hypothèse de vaisseaux interplanétaires, alors que lorsque vous lisez le rapport, quand vous regardez ce rapport, vous avez des cas, à l'intérieur, les cas les plus inexplicables, en particulier le fameux cas de cet hélicoptère de l'US Army qui est aspiré par une sphère, enfin aspiré, en tout cas attiré par une sphère qui lui fait faire une ascension de plus de 1000 mètres. Je passe sur ces slides pour citer donc la fameuse création de l'organisation NICAP, que vous connaissez bien, mais ce qu'il y a de très intéressant avec la création de l'organisation NICAP, alors on dit qu'elle est effectivement manipulée par la CIA, mais enfin il n'y a pas de surprise, puisque le fondateur, l'un des cofondateurs de la NICAP n'est autre que le premier directeur de la CIA, l'amiral Helen Coeter, qui d'ailleurs avait été attaché naval américain auprès de Vichy, qui avait vu en Angleterre le renseignement technique anglais avec le fameux professeur Jones que je vous ai cité tout à l'heure, donc qui est un de ceux qui a recommandé aux États-Unis de développer une recherche technique au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été viré de la CIA en 1950 puisqu'il est accusé de ne pas avoir vu venir l'attaque nord-coréenne en Corée, et qui continue, qui reprend du service dans la marine, et ça ne l'empêche pas de s'exprimer très publiquement, et en particulier il va s'exprimer en 1960 au New York Times, et là encore il va faire une déclaration très forte. Des officiers supérieurs de l'US Air Force se disent préoccupés par le dossier des ovnis en raison de la politique officielle de secret sur cette question et de l'invraisemblance du dossier. Beaucoup de citoyens en sont arrivés à croire que les ovnis étaient une pure invention. Le Congrès doit agir immédiatement pour réduire les risques qu'entraîne le secret entourant les objets volants non identifiés. Deux risques retiennent plus particulièrement notre attention. Le risque de déclencher accidentellement une guerre en confondant des ovnis avec une attaque surprise des forces soviétiques. Deuxièmement, le risque qu'à un moment critique, le gouvernement soviétique prétende faussement que les ovnis sont une arme secrète russe contre laquelle nous sommes sans défense. Je demande donc au Congrès d'agir immédiatement pour réduire ces risques. Donc c'est quand même une déclaration très forte en 1960 d'une personne qui a des qualités très supérieures. C'est quand même le premier directeur de la CIA et il est encore amiral en activité. Et les instructions qui vont en contradiction avec les conclusions du rapport Condon de 1969, puisque l'on voit que dans un certain nombre de documents officiels de l'US Air Force, l'analyse, le suivi des ovnis constitue une des priorités. Et vous avez le fameux dessin humoristique professeur Condon, restez calme, docteur Condon, dites-leur que vous ne croyez pas en eux. Et puis vous avez, à partir des années 70, tout un travail très intéressant, le travail de Stanton Friedman, en d'autres, et vous pouvez trouver sur YouTube l'interview des 28 témoins, si je ne me trompe pas, de l'affaire de Roswell, qui relance la connaissance de l'affaire de Roswell. L'affaire de Roswell qui avait été complètement oubliée, puisque le démenti ballon météo avait suffi un peu à percer la bulle à l'époque. Et vous avez un certain nombre d'autres cas, des cas assez spectaculaires qui passent inaperçus,
Au-dessus du porte-avions Kennedy en 1971, vous avez le témoignage. Alors ça, c'est un témoignage qui a été publié, enfin qui a été recueilli par le NICAP, d'un membre d'équipage qui raconte qu'un objet énorme, une sphère énorme, se trouve en vol stationnaire au-dessus du porte-avions et a coupé toutes les communications du porte-avions. Donc je ne rentre pas dans le détail de cette... Et vous avez à la fin des années 70, alors toujours dans cette perspective d'officialisation, la fameuse réunion aux Nations Unies avec des ufologues éminents dont vous en reconnaissez certains, dont Jacques Vallée, et l'un des inspirateurs n'était autre que le Premier ministre de Grenade, qui aurait peut-être, et là je manque d'informations, mais qui aurait peut-être été motivé par la découverte d'un objet aquatique sous-marin par un de ces pêcheurs, un pêcheur de la Grenade. Enfin, en tout cas, c'est la justification. Toujours est-il que cet homme était un ufologue tout à fait convaincu, qui a fait éditer des timbres à l'effigie de tous les ovnis soi-disant photographiés ou représentés donc au titre de la Grenade, et qui d'ailleurs a été renversé alors qu'il était aux Nations Unies en parler ovni. Il a été renversé, comme vous le savez, par un coup d'État inspiré par Cuba. Et vous avez, à partir des années 80, toute la question de ces fameux documents Magic ou Majestic, le fameux rapport qui est le fameux manuel sur la récupération d'OVNI, comment faire, à la fois les emballages, les histoires de désinformation à l'égard de la presse locale, le problème du transport d'un objet de très grande taille, franchissement de pont, etc. Donc c'est un rapport en soi très intéressant et qui est passé au crible par ces deux ufologues, père et fils. Le père, Robert Wood, est un ingénieur aéronautique qui a fait toute sa carrière comme ingénieur aéronautique, donc c'est une personne qui n'est pas du tout innocente, et son intérêt dans la question est très révélateur. Et vous avez, à partir de ce moment-là, de ces documents majestiques, vous avez une validation d'une partie de ces documents majestiques par ce fameux mémorandum de ce Canadien Smith, qui a été trouvé dans les archives du Canada en 1979, avant les révélations sur les documents majestiques, et qui confirme que ce sujet, donc c'est cet employé canadien représentant du Canada à Washington, et qui écrit que le sujet est le sujet le plus classifié aux États-Unis, plus encore que la bombe H, que les soucoupes volantes existent, que leur mode de fonctionnement n'est pas encore connu, qu'il existe un petit groupe qui travaille sous l'autorité du docteur Vannevar Bush, précisément celui qui a été révélé par les documents Majestic des années 80, et que le sujet est considéré d'une importance essentielle par les États-Unis. Voilà le fameux Vannevar Bush qui a été recruté, qui a été choisi à la suite des leçons tirées par les Américains de l'exemple anglais avec le professeur Jones que je citais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, Bob Lazar. Et Bob Lazar, ce qu'il faut lui reconnaître à Bob Lazar, et je vous invite d'ailleurs à écouter l'interview qu'il a donnée il n'y a pas très longtemps sur l'émission de ce Joe Reagan aux États-Unis, et puis il y a un documentaire qui a été fait sur lui très récemment aussi. Le témoignage de Bob Lazar en 1989 n'avait pas été pris très très au sérieux, en particulier parce que on ne retrouvait plus ses diplômes, on expliquait qu'après qu'il ait été soi-disant, donc puisqu'il disait qu'il travaillait sur la compréhension du mode de propulsion donc d'une soucoupe récupérée dans la fameuse Sonescat limitrophe de la base 51, eh bien, à l'époque, on ne lui accordait pas grande foi, mais c'est quand même lui qui a forcé le gouvernement américain à reconnaître l'existence de la base 51. Avant Bob Lazar, personne ne connaissait l'existence de la base 51. L'administration Clinton l'a reconnu sous la pression
du public. Et Bob Lazar, plus récemment, c'est pour ça que je vous invite à regarder ces interviews, m'a l'air infiniment plus crédible, et en particulier parce qu'on a retrouvé d'abord la preuve qu'il travaillait à Los Alamos, entre autres parce qu'il avait été distingué à Los Alamos à cause des réacteurs qu'il avait installés, je ne sais plus si c'était sur sa motocyclette ou sur sa voiture, sa voiture je crois, mais qui avait fait la une du petit journal de la feuille de chou de Los Alamos, hein, donc ce qui permettait quand même de valider son identité. Et puis vous avez depuis 1993 ce projet que je mentionnais du Dr Greer, le projet Disclosure, qui des interviews de vétérans qui ne sont diffusées que sur leur consentement ou après leur mort. Et dans ces interviews, vous pouvez les trouver sur YouTube, vous avez un certain nombre de témoignages remarquables. Vous avez en particulier un témoignage d'un membre de l'US Air Force qui raconte comment des ovnis font échouer des tirs de missiles. Ça, c'est un témoignage tout à fait intéressant. Vous avez les témoignages en particulier d'Edgar Mitchell et d'autres. Vous avez en 97, bien sûr, le livre de Corso, et le livre de Corso qui, je dirais, même si les informations qu'il donne pourraient tenir en 25 pages et que le livre en fait 250, même si les propos du fils de Corso, moi j'y arrive pas à y adhérer, mais je dirais les interviews de Corso lui-même ont l'air tout à fait convaincantes. Et il était sous la supervision du chef du renseignement de l'armée de terre, et qu'il cite sans arrêt, et ces propos n'ont jamais été démentis par les héritiers du chef du renseignement de l'armée de terre. Donc en gros, Corso explique qu'il était chargé de faire passer dans l'industrie ces technologies récupérées à Roswell, en disant qu'il s'agissait de technologies d'origine étrangère, pour essayer de les faire comprendre par l'industrie américaine. Il prétend, alors là il y a tout un domaine à creuser, hein, mais il prétend qu'en particulier tout ce qui est micro-circuits viennent de Roswell, également tout ce qui est lunettes à intensification de lumière, les fameux yeux noirs des visiteurs, en tout cas de certains des visiteurs, seraient en fait des senseurs, enfin, des espèces de caches portées sur les yeux. Et puis on a toutes les controverses autour des missions Apollo, avec à la fois, je dirais, des canulars, forcément, et aussi des éléments plus intrigants. Il y a le livre de Léonard. Ce qu'il y a de particulier avec le livre de Léonard, c'est qu'il travaille avec la NASA. Le livre en lui-même, je le trouve pas très convaincant. Les illustrations ne sont pas forcément très convaincantes, et moi j'ai des doutes sur ce livre. On a un certain nombre de photographies qui montrent ce qui peut constituer des reflets de lumière, mais vous avez à côté de ça des témoignages de membres de la NASA ou même d'astronautes, le membre de la NASA qui prétendent que les vols étaient escortés et qui prétendent même, c'est là un point où on n'a pas vraiment la réponse, que lors du premier posé, le différé entre le moment où Neil Armstrong a mis les pieds au sol était lié à la nécessité de ne pas montrer des objets qui seraient là. Donc là l'histoire paraît extraordinaire, mais je vous renvoie à la déclaration qu'a faite Neil Armstrong lorsqu'il a été invité à la Maison Blanche pour célébrer, alors je ne me souviens plus le numéro de cet anniversaire, c'était sous l'administration Clinton, et Neil Armstrong a fait un discours tout à fait incompréhensible. Il a expliqué que malheureusement, les différentes couches qui étaient nécessaires pour cacher certaines vérités empêchaient de révéler que le monde était bien plus extraordinaire que tout ce que l'on pensait. Voilà les propos de Neil Armstrong à la Maison Blanche. Et les déclarations de l'astronaute Edgar Mitchell, qui, elles, sont particulièrement claires. Alors, il se trouve qu'Edgar Mitchell cumule à la fois le fait d'être un capitaine de vaisseau à la retraite, d'être un astronaute qui a marché sur la Lune, et d'être aussi
le fils d'un fermier de Roswell. Et en tant que fils de fermier de Roswell, il a aussi entendu des histoires sans doute meilleures que celles que l'on connaît. Et donc voilà ce qu'il écrit. Et après mon vol spatial, des descendants des témoins de Roswell ont pris contact avec moi. Oui, il y a eu des vaisseaux qui se sont écrasés, des corps récupérés. Nous ne sommes pas seuls en univers, ils viennent d'ici depuis très longtemps. Il se trouve que je suis assez privilégié pour savoir que nous sommes visités, que le phénomène ovni est réel. Au départ, il était justifié de penser que les responsables du gouvernement pensaient que les gens n'étaient pas prêts à gérer cela. Et je pense que nous avons bien dépassé ce stade maintenant. Et donc, Edgar Mitchell militait donc pour la levée du secret. Il a donné des interviews, vous pouvez regarder ces interviews sur YouTube. Il explique qu'en 1947, le président Truman a pris la décision de ne pas parler et il regrette que cette décision ait été prise. Et puis vous avez, alors toujours dans la série des fuites, vous avez ces documents qui ont été publiés, que vous connaissez, hein, qui sont parus en France dans une revue, alors je ne me souviens plus laquelle. Top secret. D'accord, et qui sont parus aussi sur Internet. Alors encore une fois, c'est assez intéressant parce que il s'agit clairement de 3 séries de documents. Hein. Il n'y a pas un seul. Alors, ça nous est présenté comme les photos prises par le sous-marin Trépang. Alors, effectivement, les 2 photos de droite, on voit la marque du Trépang en bas. On peut penser que ce sont des photos prises par le périscope du sous-marin. Les autres photos sont clairement différentes. Une qui n'est pas prise apparemment depuis un périscope, celle que l'on voit au-dessus. L'autre qui est prise depuis un instrument optique. Est-ce que c'est un sous-marin? Est-ce que c'est un bateau de surface? Tout ça n'est pas clair. Et les conditions de livraison des photos font que ça fait partie de ces documents qui, à mon sens, participent à un effort d'information, de désinformation. C'est-à-dire à la fois informer les gens, voir comment ils réagissent, et en même temps, quand vous voyez ça, quand vous voyez que ça ne correspond pas à la même séquence, eh bien, l'histoire est tout de suite douteuse. Et regardons un peu les discours des autres, et justement, la guerre froide, enfin c'était ça d'ailleurs l'intérêt de cette recherche que j'ai faite pour ce livre que j'ai coécrit donc avec un ex-attaché naval américain à Moscou, qui m'avait présenté un ex-attaché naval soviétique aux États-Unis, et qui m'a, lui, aidé à rencontrer côté russe des ufologues sur les questions marines, et en particulier, j'ai pu rencontrer le responsable de la section anomalie à l'Académie, au département de géographie de l'Académie des sciences de la Russie, qui est un capitaine de vaisseau à la retraite, qui s'appelle Yevgeny Litvinov, et qui lui, me parlant d'ufologie française, me disait franchement, ça n'avance pas, ça bouge pas. Il y a de bons ufologues, moi je lis Aimé Michel, je lis Claude Power, mais ça bouge pas. Lui, évidemment, avait des propos décoiffants. Hein. Il m'expliquait que je m'hésitais par une 60aine d'espèces, etc. Donc, mais il avait une approche à la fois très intéressante, puisqu'il faisait toute une recherche dans la presse soviétique sur une période de 60 ans, et qu'il comparait les vagues d'observation en URSS avec les vagues d'observation à l'ouest, en particulier sur l'affaire des fusées fantômes attribuées aux soviétiques en 1946. Il expliquait qu'au-dessus de la Carélie soviétique qui avait été prise à la Finlande, eh bien, il y avait également le même volume d'observation de fusées fantômes. Et il expliquait aussi l'organisation de l'ufologie soviétique. Alors, vous avez un certain nombre d'articles dans la presse russe et la presse soviétique sur ces questions. Vous aviez eu, au moment de l'initiative du président Reagan, donc là c'est un peu après, puisque l'initiative de la guerre des étoiles est de 1983, mais une inquiétude soviétique qui était tout à fait comparable à celle de l'amiral Elohim Keter en 1960. Il estimait que le système américain qui serait mis en place risquait de confondre des ovnis pour des missiles soviétiques et donc de provoquer une guerre. Également un autre article très intéressant côté soviétique, un article de 1991 qui racontait la perception soviétique. Alors les soviétiques étaient évidemment très au courant de ce qui se passait à Los Alamos par leur réseau d'espionnage, la perception de Roswell par les soviétiques.
avec convocation du fameux Korolev, qui était donc le père des fusées soviétiques avec bonne inspiration allemande V1, V2, convoqué à la Lubyanka pour analyser la presse américaine sur la question et qui conclut qu'effectivement, il y a très probablement un objet qui a été récupéré ou des objets qui ont été récupérés par les Américains. Et puis vous avez côté marine soviétique toutes sortes d'observations. Vous avez un certain nombre de personnes qui ont parlé côté russe. Vous avez un ufologue bien connu que vous voyez ici en photo, ufologue soviétique, c'est Ajaja, mais qui n'est pas très fiable, qui fait du chiffre, hein, qui publie beaucoup et dont les écrits ne sont pas très fiables. Mais qui malgré tout donne des informations. Ajaja est un ancien marin, est un ancien sous-marinier, mais vous avez, côté soviétique, énormément de témoignages, d'observations. Vous avez, lors de grands exercices, le premier grand exercice interflotte soviétique de 1970, l'exercice Océan, vous avez un bateau qui a été envoyé spécialement pour faire des recherches sur un phénomène que les soviétiques appellent quacker, qui c'est un peu le croissement des grenouilles, enfin, c'est leur surnom qu'ils donnent. En fait, ce sont des sons qu'ils entendaient, que leurs sous-marins détectaient et dont ils ne savaient pas l'origine. Ils ne savaient pas si c'était des calamars géants, ils ne savaient pas si c'était un moyen américain, puisque les Américains avaient transformé l'Atlantique et le Pacifique d'ailleurs aussi en caisse de résonance avec des senseurs, le système SOSUS. Ils ne savaient pas si c'était lié au système SOSUS ou si c'était un système de démoralisation des commandants sous-marins russes en leur faisant sentir qu'ils étaient détectés par un bruit, ou encore s'il s'agissait d'objets non identifiés sous-marins. Et vous avez toute une série de cas soviétiques. Alors vous avez en 1977 deux cas. Vous avez la fameuse aurore boréale au-dessus de Petrozavodsk, sur le lac Ladoga, qui est la justification du programme officiel d'études des ovnis par l'Académie des sciences soviétiques, qui est un programme ouvert. Et puis en parallèle, vous avez l'observation qui est faite par le bâtiment auxiliaire le Volga d'objets qui ressemblent d'ailleurs à des tic-tac et qui plongent et qui sortent de l'eau. Et que, au départ, de loin, ils pensent être des hélicoptères. Évidemment, ils plongent et sortent de l'eau. Le commandant, l'officier de quart, etc., ont une analyse ensuite différente, et qui va être à l'origine des instructions de la marine soviétique qui vont être publiées en 1978. Des instructions, là encore, vous voyez l'énoncé, des phénomènes et des objets physiques anormaux ont été observés dans notre pays et à l'étranger, autant par des observateurs fortuits que par des spécialistes. Les phénomènes sont caractérisés par des formes géométriques changeantes, des parcours changeants, des manœuvres, des effets de lumière, et la présence de champs électromagnétiques et d'émissions ayant une influence sur l'environnement, les organismes vivants et les équipements techniques. Les résultats des observations nous permettent de signaler des caractéristiques distinctes, formes sphériques, cylindriques, discoïdes à un ou deux côtés convexes, discoïdes à une coupole, autres détails externes tels que fenêtres, hublots et la possibilité de se scinder en plusieurs parties en vol. Ça, ce sont les instructions officielles de la marine soviétique. C'est un document officiel de la marine soviétique. Et vous avez, en 1978-79, survol d'OVNI de la péninsule de Kola. Vous avez quelques cas spectaculaires, dont celui d'un disque qui est muni d'un rayon télescopique, lumineux télescopique. Vous avez des observations d'objets qui sortent de l'eau, au pôle, par sous-marin qui se trouve au pôle, observation d'objets qui rompent la banquise et qui décollent. Et vous avez une réorganisation des études soviétiques militaires sur la question jusqu'en 1982. Donc la marine soviétique de 1978 à 1982 étudie le phénomène au sein du renseignement naval de la marine, à la fois au niveau central et au niveau de chacune des flottes, avec contribution du service hydrographique. Et en 1982, c'est le renseignement militaire, c'est-à-dire le groupe qui est chargé de centraliser toute l'étude et qui va centraliser ça dans le cadre d'un programme qui s'appelle, sous sa deuxième dénomination, le programme Galactica. Donc, encore une fois,
les choses ont l'air assez claires, et vous avez une déclaration remarquable du dernier commandant de la marine soviétique, l'amiral Tchernavin, qui est interrogé sur cette question, dans son uniforme d'amiral de la flotte de l'URSS, déclare que selon la théorie marxiste-léniniste, l'univers est infini et qu'il est très normal que d'autres vaisseaux survolent ces vaisseaux ennemis. Voilà. Donc c'est une déclaration, c'est un verbatim. Et vous avez effectivement énormément de cas. Hein. Vous avez des cas d'objets qui sont très analogues à ce que l'on voit dans la marine américaine, les cas que j'ai cités du NICAP, enfin qui étaient retenus par le NICAP, avec en particulier les radiocommunications suspendues. Vous avez un objet qui est en 1982 dans un exercice de la flotte de la mer Noire au large de la Crimée, de Balaklava, qui va être submergé alors qu'il est poursuivi par un chasseur, etc. etc. Vous avez des cas assez précis qui sont donnés par les Russes. Et vous avez un cas très intéressant aussi au large de l'Angola, les bateaux amphibies qui ramènent des troupes ou qui transportent des troupes lors d'interventions soviétiques en Angola, où il y a l'observation d'un disque sous-marin, d'une roue sous-marine, tout à fait analogue à celle décrite par ce commandant de Victory Ship américain dans le golfe arabo-persique en 1949. Et puis vous avez, ce qui est quand même aussi remarquable, la cosmonaute soviétique Popovitch, que vous voyez là, et qui publie les dernières photos prises par la sonde Phobos 2 sur Mars, qui a été envoyée sur Mars et qui a été perdue. Et on voit juste avant l'apparition de cet objet, enfin sur la photo prise par Phobos. Donc, encore une fois, nous sommes dans des déclarations qu'on peut considérer comme officielles. Je serai très bref là, mais je voulais vous citer la déclassification au Brésil des archives de l'opération Prato. Alors, vous avez entendu parler de l'opération Prato. Qui a entendu parler de l'opération Prato? Voilà. Donc, l'opération Prato est très intéressante puisque l'armée de l'air brésilienne a été déployée à la suite donc d'observations de disques qui survolaient les populations amazoniennes dans un secteur donné, et des disques qui n'étaient pas du tout innocents puisqu'ils envoyaient des rayons de lumière sur les gens, des rayons de lumière qui provoquaient des brûlures et même des décès. Et vous avez les archives qui ont été déclassifiées. Et ces archives, vous pouvez les consulter sur Internet. C'est des archives officielles de l'armée brésilienne, avec description des soldats, l'observation d'objets qui est au ras de la forêt amazonienne, etc. etc. Et je ne cite pas, mais il y a la fameuse affaire, évidemment, que vous connaissez bien de Varginha. Alors, en l'occurrence, les documents officiels, à ma connaissance, ne sont pas déclassifiés. Mais j'ai eu l'occasion de converser avec un militaire brésilien qui n'a pas voulu être précis, mais qui n'a pas nié la réalité de Varginha. Le Chili, je dirais que le Chili est très intéressant puisque vous avez une observation, vous avez une organisation. Vous avez l'organisation, la CFA chilienne, qui est en fait une émanation de l'armée de l'air chilienne et de l'organisation de l'aéronautique civile chilienne. Et vous avez une étude très, très précise et vous avez très documentée des phénomènes ovnis qui est conduite par le Chili. Et on peut considérer que ce que publie cette organisation chilienne, encore une fois, à mon sens, on est très proche, on est proche de l'admission de la réalité. Moi, j'ai le cas d'un Chilien qui me promet un document de son grand-père, qui était dans la marine, et qui a ouvert le feu au 76 mm sur un ovni depuis le remorqueur qu'il commandait en 1947. Et le document d'archives existe. Et vous avez aussi au Chili, en 2000, c'est une vidéo de 2006, hein, si je ne me trompe pas, vous avez eu, peut-être plus récente d'ailleurs, cette vidéo d'un objet qui dégage une fumée. Et donc c'est une vidéo prise par un hélicoptère, j'ai oublié le titre, mais un hélicoptère français chilien,
et de la marine chilienne. C'est une vidéo officielle de la marine chilienne. Et enfin, évidemment, cette déclaration bien connue et qui est citée dans le livre, dans l'excellent livre britannique du fameux musicien violoniste, son nom m'échappe. Voilà, Timothy Good, de l'amiral Hill Norton, qui considère que les preuves qu'il y ait des objets qui ont été vus dans notre atmosphère et même sur la Terre, que l'on ne peut pas considérer comme étant faits par l'homme ou correspondant à des forces physiques connues par nos scientifiques sont considérables, et un très grand nombre de ces observations ont été effectuées par des personnes dont les qualités paraissent tout à fait irréprochables. Et il est donc étonnant que tant d'observateurs qualifiés, tels que des officiers de police, des pilotes civils ou militaires, et que ces observations, dans de nombreux cas, ont été soutenues par des moyens techniques tels que des radars ou par des interférences avec des appareils électroniques. Et donc, tout ça pour vous dire en conclusion que sur ces fameuses vidéos que je trouve remarquables, des vidéos de 2017, puisque, encore une fois, personne ne demandait à l'US Navy de publier ces vidéos. On n'est pas du tout dans le schéma de 1996 avec les lumières de Phoenix. Les lumières de Phoenix, il y a des milliers de personnes qui ont vu un gigantesque triangle au-dessus de Phoenix, et on leur répond comme à des imbéciles en leur expliquant que l'armée de l'air tire des leurres, a tiré des leurres, mais enfin, quel rapport entre les leurres et un gigantesque triangle, et où le gouverneur fait venir un petit homme vert à côté de lui pour faire la conférence de presse sur le sujet. Donc ça, c'est 1996. 2017, donc, ces vidéos. Et donc, aussi, c'est l'occasion de vous montrer, et vous le saviez sans doute, que déjà par le passé, on s'est trouvé dans ces situations où des services officiels, des personnes éminentes ont, à mon sens, reconnu la réalité de cette présence d'une intelligence exogène, ou de plusieurs intelligences exogènes. Voilà, je vous remercie pour votre...